Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la Méditerranée. Nous prendrons la route de la Syrie, direction Palmyre. C'est là que se trouve l'un des plus beaux sites archéologiques au monde et il est tombé cette semaine entre les mains de Daesh. Que visent ces intégristes en s'attaquant au patrimoine culturel? C'est ce que nous tâcherons de comprendre. Puis nous consacrerons une large page de ce magazine au drame des migrants. Ils sont chaque jour plus nombreux à fuir les zones de guerre comme la Syrie. Cette fois-ci, nous sommes allés à leur rencontre en Grèce où ils échouent avant de tenter leur chance ailleurs en Europe. Enfin, nous parlerons 7e art avec Kamal El Maouti. Il est le fondateur du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Et il participe cette année à la programmation du festival Vision Sociale qui se déroule en marge du Festival de Cannes. Mais pour commencer, je vous le disais dans les titres, la prise de Palmyre par les intégristes de Daesh. Une victoire symbolique qui leur ouvre la voie vers Damas et qui s'inscrit dans une stratégie de propagande, car la destruction des sites culturels produit à chaque fois une réaction au niveau international. Le point avec Stéphane Hilarion et Claire Giton. Il aura fallu moins d'une semaine aux djihadistes de Daesh pour s'emparer de la perle du désert syrien, Palmyre, à 240 km au nord-est de Damas. Sans vraiment combattre, les militaires du régime ont fui après avoir évacué les civils. Une victoire pour Daesh qui, pour la première fois, s'empare d'une grande ville tenue par l'armée régulière, étendant ainsi sa zone d'influence. Mais c'est aussi une prise stratégique en termes de communication. Car Palmyre, c'est aussi ça, une cité antique aux trésors archéologiques inestimables, étape obligée pendant des siècles sur la route de la soie. Des temples, des arcs de triomphe et un théâtre romain, témoignage d'un glorieux passé aujourd'hui menacé. Car pour le groupe État islamique, c'est avant tout un relais de propagande idéal. Car le monde entier a les yeux tournés vers Palmyre, inquiet à l'idée de voir disparaître ce joyau classé au patrimoine mondial de l'humanité, à l'instar d'autres sites pré-islamiques détruits ou endommagés en Irak. C'est une perte pour l'humanité dans le sens où c'est notre identité, notre histoire, les vestiges de notre passé. C'est une région qui est vraiment fondamentale pour notre civilisation car c'est là où l'agriculture est apparue pour la première fois et c'est là où l'alphabet est apparu également pour la première fois. Donc on parle de sites qui ont une importance inestimable pour l'humanité. Une stratégie qui vise à effacer toute trace du passé pré-islamique de la région, comme l'avaient fait les talibans en Afghanistan avec la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan. Pour Daesh, qui a dû essuyer plusieurs revers ces dernières semaines, et notamment la mort d'Abou Sayyaf, le grand argentier de l'organisation tué par les Américains, la prise de Palmyre lui permet de retrouver le devant de la scène médiatique. Et tout le monde craint de voir les mêmes images de destruction de vestiges inestimables, comme au musée de Mossoul en février dernier, ou encore sur le site archéologique de Nimroud quelques jours plus tard. Mais derrière la propagande, il y a aussi une toute autre réalité. Ils s'attaquent aux statues, qui très souvent d'ailleurs ne sont que des copies, mais qui sont là pour nous donner des sortes de coups de poing dans le ventre, à nous, les Européens. Et ensuite, ils récupèrent les vestiges qu'ils peuvent, et les bijoux, les petits objets, les statues, etc. Ils en font un commerce. Et face à ces attaques répétées contre des sites culturels, le gouvernement irakien a répondu en accélérant la réouverture d'un lieu hautement symbolique, le musée de Bagdad. Une façon de dire aux islamistes qu'il ne cédera pas à la peur, comme l'ont fait les Tunisiens en rouvrant le musée du Bardo 12 jours seulement après l'attaque terroriste qui a fait 22 morts le 18 mars dernier. Cet intégrisme et cet obscurantisme dont nous venons de parler ne lui sont pas inconnus. Farid Abdelkrim est un ancien militant au sein de l'organisation des Frères musulmans. Aujourd'hui, il est devenu humoriste. Il monte régulièrement sur les planches avec un spectacle intitulé « Je vous déclare la paix », largement inspiré par son parcours peu commun. Farid Abdelkrim l'avoue. Bonjour. Il y a 10 ans, il n'aurait pas serré la main d'une femme. Car il était, dit-il, islamiste. Militant infatigable au sein de l'organisation des Frères musulmans. Aujourd'hui, il est devenu humoriste. C'est joli, hein, c'est beau, c'est l'appel à la prière. Mais dans les mosquées, c'est rarement comme ça. Ça serait plutôt souvent comme ça. Le ton est acerbe. Pour quelle raison, dans les mosquées, c'est toujours celui qui a une voix de chacal crevé qui fait la prière?
Farid Abdelkrim n'hésite pas à être sévère avec ceux qu'il a côtoyés de près. Il y a des gens qui se prennent eux-mêmes pour des prophètes, parfois même qui se prennent pour Dieu, et qui vont venir commencer à dire, lui, il est bon pour l'enfer, une telle, elle est bonne pour l'enfer. Et à un moment donné, il faut leur dire, les gars, la religion, c'est pas tu dégaines, c'est haram, illicite, et puis ça y est. Non, la religion est censée nous amener les uns et les autres à réfléchir. Une position bien loin des idées qu'il défendait dans les années 90. Car avant de rire, Farid Abdelkrim a beaucoup prêché. À l'époque, il sillonne la France pour recruter des jeunes au sein de l'Organisation des Frères musulmans, qui prône une vision politique et rigoriste de l'islam. Il défile sur les plateaux télé pour soutenir le voile à l'école. Voilà quelque chose sur lequel il faudrait peut-être s'arrêter. D'après lui, s'il a été séduit par le discours, c'est qu'il était habité par un sentiment d'exclusion. Est-ce que je suis algérien? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis entre les deux? Est-ce que ça a du sens de se dire que je suis entre les deux? Est-ce que je suis considéré à ma juste valeur par mes profs, par les politiques, etc., etc. Donc, cette posture-là fait que je suis en recherche de moi-même. Ma conception du monde devient une conception binaire, c'est-à-dire que la France n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on n'en veut pas, quand l'islam m'a ouvert les bras et m'a adopté. Donc partant de là, c'est nous contre eux, c'est jamais nous avec eux, et c'est comme ça que les choses vont démarrer, en ce qui me concerne en tout cas en partie comme cela. Au bout de 15 ans, le prêcheur convaincu se met à douter de cette vision de la religion. Il mûrit en rencontrant d'autres imams, notamment Tarek Oubrou qui officie à Bordeaux, et avec lui cherche une autre approche de l'islam, plus apaisée. Un homme qui cherche Dieu ne peut pas être en rupture avec les hommes. Ils m'ont fait comprendre que la religion, c'est d'abord cette volonté de vouloir partager, d'être avec les autres. Et Tarek Oubrou a cette belle phrase qui dit « Si le ciel nous divise, la terre nous réunit ». Et là, en l'occurrence, la France nous réunit. Donc on fait quoi sur ce bateau ensemble? On se tape dessus, on essaie de faire en sorte que les choses s'améliorent. Toujours croyant, il continue de parler de religion, mais plus pour les mêmes raisons. Peut-être qu'il fallait que j'en passe par là pour pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu, pour que d'autres, peut-être, fassent pas les mêmes boulettes, puissent avoir ce raccourci. J'ai des retours comme ça de jeunes, des convertis. Merci, j'y vois beaucoup plus clair. Grâce à toi, je vais éviter parce que j'allais vers là. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec son public, chacun de ces spectacles se termine par un débat. Le drame des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, on vous en parle souvent dans ce magazine. Cette fois-ci, nous nous sommes intéressés aux embarcations qui rejoignent la Grèce. L'île de Kos est habituellement un lieu de villégiature. Aujourd'hui, elle se transforme en porte d'entrée de l'Europe et vous allez voir comment touristes et clandestins cohabitent dans ce décor paradisiaque. C'est une île grecque aux eaux turquoises, juste en face de la Turquie. Les touristes y viennent du monde entier. L'île de Kos, soleil et dolce vita, loin de tout, loin de se douter que ce décor de rêve est le théâtre d'une toute autre histoire. Elle se déroule aux heures où les touristes ont déserté. Il est 6 heures ce matin-là et nous en sommes les témoins. Une embarcation surchargée tangue dangereusement. Dernier mètre avant la rive, ce sont les enfants qui sont mis à terre en premier. Trempés, épuisés, transis par la peur et le froid, ce sont des clandestins qui viennent de toucher le sol de l'Europe. 1h15 de traversée, ils arrivent de Bodrum en Turquie. Des larmes et des félicitations pour avoir survécu, ce couple est syrien. Le bateau était plein d'eau. On a failli couler. Les parents débarrassent les enfants de leurs vêtements mouillés et de leurs dérisoires gilets de sauvetage, tout juste bons pour survivre dans une piscine. 1 000 € par tête la traversée. Cette famille irakienne vient de Bagdad. Ma fille a 11 ans. Lui a 8 ans et celui-ci 5 ans. J'espère trouver une vie meilleure ici pour mes enfants. Quelques photos sur le sol de la terre promise, preuve de vie qui sera envoyée aux proches. Ils savent juste qu'ils sont en Grèce, mais c'est nous qui leur précisons le nom de l'île. C'est Kos. Ah, Kos, super, c'était notre objectif.
Ces clandestins savent qu'une fois le sol grec atteint, ils ne risquent pas l'expulsion et cherchent les autorités. Où est le poste de police? Ils vont venir? Et ce sont eux-mêmes qui téléphonent à la police grecque pour tenter d'expliquer leur localisation. Et voici les premiers vacanciers qui se réveillent quelques heures plus tard sur cette même plage, interloqués par la présence de ces bouées et gilets de sauvetage abandonnés. J'ai pensé qu'un bateau s'était échoué. Il y a des gilets de sauvetage partout. C'est vraiment étrange de voir ça. C'est très petit. Des gilets pour enfants, pour adultes, des enfants. Mais où vont-ils aller en Grèce? Il y a une solution pour eux ici? Ce baigneur découvre l'embarcation des migrants. Un simple petit coup d'œil. J'espère juste qu'ils ont survécu, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vais prendre mon bain du matin. Sur le chemin, des touristes français voient passer cette caravane inattendue. On s'attend à les trouver partout de toute façon. Des policiers arrivent rapidement. Pour eux, c'est une routine quotidienne. Pas d'assistance médicale ou autre. Ils vont juste escorter les migrants à pied pour leur montrer le seul centre d'hébergement. Cet hôtel désaffecté à l'extérieur de la ville. Regardez, voilà, c'est là qu'on est. On a construit des tentes sur le toit de l'hôtel. Le camp est déjà bondé. Partout des matelas, des détritus. Ni sanitaire, ni électricité. Un seul point d'eau. L'île de Kos est une destination touristique et elle a déjà reçu cette année 6300 migrants, autant que pour toute l'année dernière. En ville, les touristes insouciants côtoient désormais ces migrants d'un genre particulier. Grâce à leurs économies, certains vont à l'hôtel et pourraient presque passer pour des touristes. On ne va pas mendier, rien. Hein. Je veux dire, ils sont quand même assez dignes. Hein. Ils se promènent, on va dire, voilà. Enfin, moi, je les vois, ils se promènent. Pourtant, leur présence commence à déranger. Pour les commerçants, c'est l'image de l'île qui en prendrait un coup. C'est pas bon pour le business. Il y a 2 jours, il y a 2 bateaux de touristes qui se sont arrêtés là. Ils ont vu les Syriens, ils sont tout de suite repartis. C'est une énorme porte, une porte d'entrée vers l'Europe. Voilà ce qu'on est devenu. Aucune structure pour les accueillir. Une question de moyens, explique la municipalité, qui reconnaît ne dépenser aucun euro pour ces migrants. Tous ces réfugiés ne doivent pas rester à Kos. On n'a pas les moyens de les gérer. On ne peut pas être un centre de stockage de migrants. On a demandé de l'aide au gouvernement à Athènes pour traiter plus vite leurs dossiers. Des dossiers qui s'empilent au commissariat. Chaque jour, des centaines de migrants s'agglutinent aux grilles dans l'espoir d'entendre appeler leur nom. On est là depuis 20 jours. On attend qu'ils nous donnent le laissez-passer pour pouvoir quitter l'île. C'est très difficile. Moi, je t'ai donné une date pour retirer ton papier. Je t'ai donné une date. Un policier débordé qui perd son sang-froid, à l'image des autorités grecques dépassées, et des réfugiés qui expliquent qu'ils n'ont plus les moyens d'attendre ce laissez-passer de 6 mois en Grèce, avec lequel ils espèrent rejoindre l'Allemagne ou la Suède, leur objectif. En Grèce, en Espagne ou encore en Italie, peu importe le pays où ils mettent les pieds. Pour les dizaines de migrants qui réussissent à atteindre l'Europe, le voyage n'est pas terminé. Ils sont donc de plus en plus nombreux à errer dans les gares des régions frontalières. Nice, par exemple, est devenue une ville-étape sur leur parcours. Entre enfer et paradis. Ils ont survécu à la traversée de la Méditerranée, mais la route est encore longue. La gare de Nice est devenue une zone de transit pour des dizaines de migrants. Éreintés, livrés à eux-mêmes, ils ne se cachent même plus. On est parti du Tchad en passant par la Libye puis l'Italie. 7 jours de mer. Ça fait 48 heures qu'on est à Nice si on veut aller à Paris. Ahmad, lui, a quitté le Soudan il y a 3 semaines avec ses amis. Un voyage à 3 000 €.
Arrivé à Vintimille en Italie, il rejoint Nice par la plage. Une marche de 6 heures avec l'angoisse de se faire arrêter. Il attend, sans argent. Je veux prendre un billet pour Paris, puis Calais. Et après, j'ai plus les moyens pour aller au Royaume-Uni. Pour rejoindre ma famille, mes amis, mon frère. Avec le retour des beaux jours, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Plusieurs centaines par semaine. Une cohabitation forcée avec les riverains. La plupart du temps, ils restent assis en face de la gare. Mais ils embêtent personne, hein. Ils sont juste là, ils attendent leur train, je pense. Ils ne demandent pas d'argent, ils sont très polis, il n'y a pas de problème sur ça. On les voit tous les matins quand on vient travailler devant la gare, là. Ils viennent toute la journée dans les toilettes, tout ça, et en fait, ils se douchent en bas, quoi. 735 migrants ont été interpellés, des hommes et des femmes reconduits à la frontière italienne. Tous retenteront l'aventure pour trouver le bon chemin, pour que Nice ne soit pas leur terminus. Et le problème des migrants est loin d'être réglé. Alors que les Européens sont divisés sur la question des quotas et sur les réponses à apporter à cette crise humanitaire, les partis populistes en profitent pour en faire un enjeu électoral. En Italie, par exemple, à la veille des élections régionales, on assiste à une percée de l'extrême droite. Matteo Salvini, jeune leader de la Ligue du Nord, est aujourd'hui le deuxième homme politique le plus populaire du pays, juste derrière l'actuel chef du gouvernement, Matteo Renzi. Une tablette pour prendre des photos. Matteo Salvini a les accessoires de son âge, 39 ans. Sans aucune formation, aucun diplôme autre que le militantisme, il est devenu le leader de l'extrême droite italienne. Le Marine Le Pen, version transalpine. La présidente du FN, il s'en inspire d'ailleurs. Il l'invite par vidéo à ses principaux meetings. Et Matteo Salvini se voit sur le chemin de la conquête du pouvoir, comme son amie française. Moi, j'espère que Marine Le Pen deviendra présidente en France, parce que dire les Français d'abord, limiter l'immigration clandestine et relancer le Made in France, ça vaut aussi pour l'Italie. Pour ça, Matteo Salvini a rafraîchi un vieux parti. Il en a écarté les anciens caciques comme Umberto Bossi et leurs revendications régionalistes. Son discours aujourd'hui simplement populiste, le rejet est d'abord de l'Europe. Il y a quelqu'un qui n'a ni nom, ni prénom, et qui depuis Bruxelles veut diriger vos vies. Un discours aussi contre les étrangers, l'invasion des immigrés, les mosquées. Et avec ça, il a rajeuni l'électorat de son parti. Son seul diplôme, dit-il, une carte de tifosi du Milan AC. Alors il a adapté un chant de supporters à la rhétorique de l'exclusion. Et comme ça, il arrive à faire crier à la foule « Qui ne saute pas est un immigré clandestin ». Les militants historiques sont bluffés. Il y a un an, tous ces gens n'auraient jamais été ici aussi nombreux. En mai dernier, la Ligue, c'était un parti mort. Enfin, il a réalisé une prouesse en Italie. La Ligue, son parti, ne défendait que les intérêts du nord du pays. Il en a changé le catéchisme. Dans la version Salvini, tout le monde est servi. Je crois que la Sicile mérite qu'on s'intéresse à elle. Même les pêcheurs de Palerme l'ont reconnu. On n'aurait jamais imaginé qu'un type de la Ligue du Nord veuille nous aider. Recette gagnante, les enquêtes d'opinion le montrent. La Ligue version Matteo Salvini est devenue en quelques mois le premier parti de droite en Italie. Le Festival de Cannes touche à sa fin et dans le cadre de la Semaine de la Critique, les festivaliers ont pu découvrir le premier long-métrage des frères Nasser. Avec Dégradé, les jumeaux palestiniens nous racontent l'histoire de 13 femmes enfermées dans un salon de coiffure de Gaza. Un huis clos à la fois drôle et angoissant. Bande de Gaza, 13 femmes enfermées dans un salon de coiffure. Présenté à la Semaine de la Critique, voici Dégradé. À l'extérieur du salon, c'est le chaos. Des hommes combattent, un lion a été volé. À l'intérieur, les femmes discutent, la tension monte, les langues se délient. Derrière la caméra de ce huis clos tourné en Jordanie, les frères Nasser, exilés de leur Gaza natal depuis 3 ans.
Ce film est une métaphore. Ce salon de coiffure est une métaphore de Gaza et l'extérieur du salon est une métaphore de toutes les situations difficiles que les Palestiniens et les Gazaouis endurent. Quand on a commencé à écrire le scénario, on voulait raconter quelque chose sur Gaza, mais comment ? Comment ? En enfermant ces 13 femmes qui sont chacune un archétype. Il y a la bourgeoise, la droguée, la religieuse, la jeune romantique, la rebelle, la soumise. 13 femmes qui en disent long sur leur petit territoire de 6 km sur 12. La vie, voilà le sujet général dont on a voulu parler. Nous pensons qu'en tant que Palestiniens, nous devons donner nos vies aux autres, nous exporter. Parce que dans le monde, il y a un grand malentendu. Les gens ne comprennent pas nos vies. Au casting de ce film, parmi beaucoup d'inconnus, la grande actrice arabe-israélienne Yam Abbas. Elle a accepté un rôle de femme mûre qui court après sa jeunesse perdue. Je trouve que vraiment c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans cette histoire, c'est comment, en fait quand je l'ai lu, j'ai dit mais comment ils vont faire ? Comment ils vont arriver à mettre en scène, en fait, sur un mois de tournage, une journée de la vie des gens, avec 13 femmes quand même, pas simple à gérer, mais et c'était vraiment quelque chose de très, très beau et très enrichissant. Quand on parle de Gaza, c'est souvent avec des images de violence et des drames. Dégradé, c'est une immersion rare dans l'intimité, dans le quotidien de gens qui vivent enfermés dans une prison à ciel ouvert. Ce film était également projeté dans le cadre du festival Vision Sociale qui propose depuis 13 ans à quelques pas de la Croisette un autre regard sur le 7e art. Et le thème retenu cette année est le cinéma du Moyen-Orient. La programmation a été confiée à Emma Raguin et à Kamal El Maouti, fondateur du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Il est avec nous pour nous en parler. Kamal El Maouti, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc depuis 10 ans sur le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. En quoi ce film dégradé peut-il être une référence sur le cinéma de cette région ? Déjà, c'est un film qui vient tout juste de sortir, qui est projeté quand même à Cannes, le plus grand festival du monde. Et le fait que Cannes le projette et donne un éclairage via le cinéma sur cette région du monde et ce pays en particulier, et le traitement de ce film de façon décalée, mais qui raconte un peu la vie des Gazaouis, c'est fondamental, extraordinaire. On sait bien ô combien cette région du monde est en ébullition. On sait ô combien les répercussions de ce qui se passe là-bas nous viennent jusqu'ici, chez nous en France et partout dans le monde. Et donc que le cinéma puisse s'emparer de ça et de montrer ce film-là, je trouve ça extraordinaire et voire nécessaire, de manière à comprendre avec des images différentes, avec une fiction, ce qui peut se dérouler là-bas. Alors justement, vous avez dit que ces régions sont en ébullition. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est difficile d'être réalisateur au Moyen-Orient ? Alors, c'est vrai qu'il est difficile d'être réalisateur tout court. Je pense qu'un réalisateur français pourrait dire que c'est un véritable combat que de construire un film. Alors, c'est vrai qu'à cette difficulté, j'allais dire quasi normale pour la construction d'une œuvre, s'ajoute aussi à des pays qui n'ont pas forcément des capacités de financement ou qui n'ont pas des structures qui financent le cinéma. Ça veut dire que c'est un vrai chemin de croix pour les réalisateurs du Maghreb ou du Moyen-Orient que de construire leurs films, même si au Maghreb, par exemple au Maroc, il y a des choses qui sont mises en place. Au Moyen-Orient, il y a des festivals qui soutiennent la construction des films, mais ça reste quand même extrêmement difficile. Construire un film, c'est 3-4 années, parfois c'est 10 pour certains réalisateurs. Oui, construire un film est extrêmement difficile, en plus dans cette région-là. Alors je vous propose justement de regarder ensemble un extrait d'un documentaire présenté cette semaine à Cannes, Notre terrible pays, de Mohamed Ali Atassi et Ziad Homsi. Un road movie dans une série au bord du gouffre. كيف بتلاقي هلا نحن قدام مكان كان يعتبر برج للموت وبقلب الغوطة المحررة. ما في شيء أبلغ عن تحول أعصاب سوريا من هالصورة هاي المكتوب عليها الحبة بمكان النظام نفسه
والنظام المنحبقية نفسه الحق التدمير الهائل فيه بعمرانه وببشره. طبعا هي المنطقة كلها خالية من البشر، ليس هناك بشر إطلاقا. اليوم لا نشوف مدى التجربة الإنسانية ما عرفنا ببلدنا، يعني طول حياتي أنا ما شفنا ما يشبه ذلك، رغم أنه أنا يعني شفت تجربة السجن وشفت تعذيب بالسجن وعشت جزء من تجربة التدمر، وهو شديد القسوة، لكن الشيء اللي يشوف البغوطة هو تعذيب مجتمع. Alors Kamel El Maouti, ce documentaire, comme de nombreux autres films, sont plutôt des drames. Est-ce que le rire est définitivement devenu impossible dans ces régions du monde ? J'espère qu'il est possible. Ça, c'est vraiment notre espoir. Nous qui sommes observateurs de ces cinématographies-là. Mais en même temps, on sait ô combien c'est difficile de construire une distance avec le drame vécu par ces peuples, par ces familles, par ces personnes. Et quand on rend compte de ces drames, réussir à construire de la distance quand ce drame date de quelques, est encore tout frais, je pense que c'est difficile. Il y a quand même des films qui abordent tous ces drames au travers de la comédie, mais là le film l'extrait qu'on vient de voir, c'est un film bouleversant. C'est-à-dire que je peux même vous dire que nous qui regardons à peu près une centaine de films pour faire les sélections, ce film-là, nous-mêmes, nous n'en sortons pas indemnes parce que on prend de plein fouet les sujets évoqués, le contenu de ces films, les drames familiaux, personnels, individuels. Et même nous, quand on sort, le fait qu'ils aient eu une force de vie pour pouvoir nous le raconter, on est admiratif. Justement, vous parlez de force de vie, j'ai envie de vous montrer une image que vous avez certainement dû remarquer, le tapis rouge de Cannes qui est connu dans le monde entier. À Gaza, les organisateurs d'un autre festival du film ont déroulé eux aussi un tapis rouge. Le Festival des droits de l'homme des ruines, oui, le Festival des droits de l'homme. Donc c'était un tapis rouge au milieu des ruines, une image extrêmement symbolique. Qui vous inspire cette image ? Écoutez, d'abord une grande tristesse parce que quand on voit ce plan aérien, et j'invite tous les spectateurs à aller sur le net pour découvrir ça, on voit en fait l'état de ruine de la ville de Gaza, et il y a des gens qui vivent dans ces ruines-là, et je pense que on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là, et je les trouve extrêmement courageux. Je trouve qu'ils ont une force de pouvoir nous offrir quelque chose de façon décalée qui va résonner avec les festivals de Cannes. Et pour moi, ce tapis rouge est un SOS qui est adressé à l'humanité entière. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous pouvez voir et revoir cette interview et l'ensemble de ce magazine sur les réseaux sociaux via notre page journal de la Méditerranée. Et on va rester à Cannes et prendre un peu le large. La Croisette et les îles de Lérins pourraient rejoindre Palmyre au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville a en tout cas déposé sa candidature, une façon de faire reconnaître cet ensemble paysager exceptionnel. Au revoir, passez une très belle semaine.